bienvenue à une nouvelle leçon du cours programmeur pour Java intitulé Web Server et CGI Programming. Alors, tout de suite, sans plus tarder, le menu. Alors, on va voir comment employer un web server Apache pour mettre à disposition des ressources. On expliquera aussi, si vous voulez, la même chose sur un serveur Microsoft. On va voir les pages statiques au niveau de ce serveur Apache, les pages dynamiques. On va parler du form HTML, c'est-à-dire les formulaires HTML qui attaquent bien sûr ces serveurs web. Et puis le Common Gateway Interface et CGI Programming, les batchs C et Java. Alors tout de suite, on commencera avec le Common Gateway Interface. Alors le Common Gateway Interface, qu'on appelle le CGI. Alors avant même la création de Java, il existait un mécanisme pour écrire des applications interactives sur le web. Alors ces applications pour envoyer des informations d'un navigateur web vers un serveur web, les utilisateurs devaient remplir des formulaires. Alors on va essayer d'expliquer durant cette leçon un petit peu ce mécanisme-là. Alors, je prends l'exemple d'un client ici, par exemple, qui remplit un formulaire au niveau du serveur. Alors, ce formulaire-là, on l'envoie directement au serveur concerné. Ce serveur, bien sûr, il y aura un script CGI qui allait intercepter l'information ou les informations qui sont remplies au niveau du formulaire. Alors, une fois que le script CGI intercepte ces informations-là, alors il les envoie vers le programme correspondant qui lui-même renvoie ou bien sur une nouvelle page, ou bien sur la même page, les informations qu'il faut, comme par exemple un moteur de recherche. Alors dans le temps, pour pouvoir travailler avec un moteur de recherche, c'était la méthode la plus usuelle ou la plus conventionnelle qu'utilisaient les programmeurs. C'est-à-dire que avec le CGI, il existait des scripts CGI qui interceptaient les informations que vous remplissez au niveau d'un formulaire, et ces scripts CGI se chargeaient d'envoyer ces informations-là au niveau du programme, ou au niveau, bien sûr, d'un script ou d'un autre programme avec un autre langage, qui pouvait, bien sûr, répondre à nos spécifications. Donc, ça pouvait être aussi un moteur de recherche. Lorsqu'on, par exemple, écrivait un mot bien précis au niveau de la case d'un moteur de recherche, alors le CGI s'occupait de prendre ce mot-là et de le faire, bien sûr, atteindre vers le programme correspondant. Et, bien sûr, ce programme correspondant, une fois trouvé la solution ou, bien sûr, une résolution au problème, il répondait via une autre page, sinon sur la page elle-même. Et ça, c'est un avantage qui existait avant. Bon, maintenant, avec l'avancement de la technologie, on voit plus maintenant de programmes qui font ça. Donc, on voit le PHP qui utilise le serveur MySQL. On a l'ASP qui utilise toute forme de base de données, Access SQL Server et ainsi de suite. Alors, toujours est-il, c'est que le script CGI, c'est une méthode qui existe toujours et qui est toujours utilisable, sauf qu'elle présente deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'une machine ou un serveur, bien sûr, est constitué de plusieurs scripts CGI, où chaque script CGI occupait lui-même un process. Alors, imaginez-vous plusieurs scripts CGI en train de tourner, un serveur web par exemple, qui est attaqué par plusieurs personnes dans le monde entier, où chaque personne recherche une information bien précise. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de scripts CGI qui vont travailler, ça veut dire qu'ils vont engendrer plusieurs process. Et lorsqu'on dit plusieurs process, ça veut dire qu'on va dire que la machine doit être très puissante avec plusieurs microprocesseurs pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Sinon, la machine peut être très lente au niveau de l'exécution. Le deuxième inconvénient qu'il y a, c'est que ces scripts CGI ne sont pas sécurisés. Alors maintenant, avec Java, et on va le voir, Java a apporté la solution à ces problèmes-là en utilisant bien sûr les servlets. Alors les servlets, bien sûr, c'est des programmes qui permettent bien sûr de faire véhiculer l'information d'un formulaire qui est écrit au niveau d'un serveur et où chaque bien sûr servlet occupait au lieu d'un process un thread. Et comme j'ai déjà expliqué au niveau des leçons précédentes, avec les threads, on a quand même une meilleure gestion du temps du processeur, une meilleure gestion de la mémoire, et bien sûr, le process ne peut jamais planter, ce que peut planter, c'est seulement le thread qui est correspondant, bien sûr, au script qui marche. Alors, toujours le Common Gateway Interface. Alors, le web server dialogue avec la machine,
du point de vue de l'exécution de programmes via CGI. Apache. Donc on va prendre l'exemple d'Apache. Alors l'exemple Apache, c'est un serveur web sous Linux. Alors le serveur Apache sous Linux, c'est un serveur qui est très usuel maintenant et qu'on utilise plus couramment. Alors effectivement, dans le temps, on travaillait beaucoup avec ce serveur-là. C'est-à-dire qu'on configurait ce serveur pour pouvoir bien sûr recevoir des informations qui étaient bien sûr saisies au niveau de formulaires sur des navigateurs. Alors, l'installation d'Apache, les diverses versions, donc il y a eu diverses versions au niveau du serveur Apache, la 1.3.6, la 1.3.20. Alors, au niveau du serveur Apache, la première des choses, c'est que le serveur name, le localhost, il faut absolument le configurer pour qu'il ait, bien sûr, un nom de domaine. Par exemple, www.etia.ma. Et il faut ensuite avoir, bien sûr, l'adresse email de l'administrateur. Donc, serveur admin, etia@etia.ma, par exemple. Alors, c'est la première configuration qu'il faut faire au niveau du serveur Apache. Alors maintenant, si on fait une certaine comparaison avec le serveur Microsoft, au niveau du serveur Microsoft, il faut configurer ce qu'on appelle le DNS, le service DNS. Alors là aussi, au niveau du service DNS, on monte des zones primaires, si vous voulez, avec des noms de domaine, etia.ma, avec bien sûr des alias comme 3W, comme le FTP, pour pouvoir bien sûr rendre ces serveurs visibles dans le monde entier et bien sûr un serveur web. Donc c'est la même chose pour le serveur Apache. Alors, serveur HTTP, soit le web server, en route et la structure des directories. Alors là, effectivement, en principe, le DNS, lorsque vous configurez le DNS sur une machine, n'importe quelle machine. Alors, le DNS, il est utile pour pouvoir aiguiller n'importe quel internaute à retrouver votre serveur sur le web. C'est tout, mais ça s'arrête ici. C'est-à-dire que une fois la demande est effectuée, votre serveur communique l'adresse IP, bien sûr, à l'internaute, et l'internaute arrive, si vous voulez, à la porte du serveur. Mais il ne peut pas accéder au serveur. Pourquoi il ne peut pas accéder au serveur? Parce qu'il ne connaît ni le répertoire où est logé le site, ni la page qui va être lancée en premier lieu. Alors là, si on fait une comparaison avec Microsoft, il existe le service 2IS qui vous permet bien sûr de préciser le répertoire où sera logé le site, ainsi que la page d'accueil ou la page de lancement, qu'on appelle généralement index.htm, sinon default.htm, index.asp et ainsi de suite. Alors ces mêmes configurations, on les fait aussi au niveau du serveur Apache pour pouvoir le configurer correctement pour bien sûr être vu par tous les internautes au niveau d'Internet. Alors le serveur route. Alors le serveur route, c'est la chose que je viens d'expliquer tout de suite, c'est que là on a le chemin d'accès, si vous voulez, ou le chemin où sera logé le site web ou bien sûr la page web. Et bien sûr, le document route, c'est la page d'accueil qui va être lancée une fois qu'un internaute demande, par exemple, si vous voulez, une page web. Alors, je vous donne un exemple tout de suite. Je suppose, par exemple, qu'un internaute demande l'adresse www.etia.ma. Alors, en demandant cette adresse, comme j'ai déjà expliqué au niveau des leçons précédentes, alors lorsque vous tapez cette adresse-là, automatiquement votre machine va aller chercher le serveur DNS le plus proche. Et lorsque je parle du serveur DNS le plus proche, c'est le serveur DNS qui est configuré au niveau de votre machine. Alors, le serveur DNS, si au niveau de ce serveur DNS, cette adresse existe, automatiquement le serveur DNS va vous affecter l'adresse IP de ce serveur, qu'on va mettre ici par exemple. Alors, le DNS va vous donner l'adresse IP de ce serveur et automatiquement, vous allez vous connecter à ce serveur. Mais une fois que vous allez vous connecter à ce serveur-là, vous allez vous arrêter ici même. Pourquoi? Parce que maintenant, on doit savoir où est le répertoire qui contient le site et la page d'accueil ou la page par défaut qui allait être, si vous voulez, lancée tout à fait au début. Alors pour ceci, au niveau de Microsoft, il y a ce qu'on appelle le serveur 2IS.
Alors, au niveau du serveur 2IS, on configure d'abord le répertoire, ainsi que le document de lancement. Alors, sans ces deux services, le DNS et le 2IS, on ne peut pas travailler et on ne peut pas, bien sûr, prétendre avoir une page web. Donc, pour pouvoir, bien sûr, dialoguer sur Internet et pour pouvoir ouvrir des sites au niveau d'Internet, sans les services DNS et 2IS, on ne peut pas prétendre à une ouverture d'une page web. On passe au point suivant, la configuration. Alors, comme vous le voyez, il y a une certaine configuration à faire au niveau du serveur Apache. Bien sûr, il faut spécifier le document root ainsi que le serveur root. Le document root, c'est bien sûr le document qui va être lancé dès que quelqu'un demande le nom du domaine. Le serveur root, c'est là où on va configurer le répertoire où sera logé le site. On configure par défaut le port 80, listen, c'est-à-dire ouvert. Alors là, effectivement, le port 80, c'est un port qui est dédié au HTTP. Alors maintenant, il existe plusieurs ports et plusieurs protocoles, et pour chaque protocole, on dédie un port bien précis. Par exemple, pour le FTP, on utilise le port 20 et 21, si vous voulez. Alors, il existe plusieurs ports où chaque port correspond éventuellement à un protocole bien précis. Serveur admin, donc pour connaître un petit peu le email de l'administrateur, le server name, le localhost, c'est-à-dire pour savoir le nom du domaine, l'erreur log, si vous avez un problème, où est-ce que le problème sera logé, directory index pour avoir la page de lancement, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un paramétrage à faire au niveau du serveur Apache pour que ce serveur soit un serveur web et pour répondre, bien sûr, à toutes les demandes des internautes. Alors là aussi, vous avez des options, par exemple, index option, c'est pour avoir le fancy indexing, c'est-à-dire pour avoir une indexation de toutes les pages. Add icon, c'est pour les assembler. Image / fichier dans la visualisation de directory par extension du fichier. Alors, le add icon by type, c'est pour les MIME types. Et vous vous rappelez, on a parlé des MIME lors de la leçon précédente. Index ignore, readme, et ainsi de suite. Alors maintenant, les alias. Alors pour vous expliquer un petit peu les alias, comme vous devez le savoir, en principe, un serveur peut contenir plusieurs cartes réseau. Et où chaque carte réseau peut contenir plusieurs adresses IP. Autrement dit, un serveur web peut héberger plusieurs noms de domaine ou plusieurs domaines. Alors, où on peut bien sûr affecter un domaine à chaque carte réseau, ou sinon, bien sûr, au niveau de chaque carte réseau, créer plusieurs adresses IP, et où chaque adresse IP correspondra, bien sûr, à un nom de domaine ou un site bien précis. Alors maintenant, au niveau du 2IS, c'est-à-dire qu'il y a un service qui nous permet de créer des alias. Lorsque je dis des alias, si vous voulez, c'est comme une certaine présentation qui allait vous permettre de basculer vers, parce que généralement le serveur ne sera connu que par le nom de domaine par défaut. Alors lorsqu'on crée une alias par exemple ou un alias, c'est pour bien sûr vous aiguiller vers le site correspondant. Alors on peut avoir plusieurs alias, alors chaque alias correspondant à un site bien précis. Comme on peut aussi avoir plusieurs alias au niveau des adresses mail, c'est-à-dire qu'on peut avoir, si vous voulez, et ça on va le voir tout de suite, si par exemple vous hébergez votre site à MTDS, qui reste un provider, alors MTDS vous crée une adresse mail comme si sniber@mtds.com. Alors que vous maintenant vous voulez avoir le sniber@etia.ma. Alors, au niveau du serveur, on crée un alias qui, lorsque vous allez taper sniber.etia.ma, une fois arrivé au serveur, sera transformé
onzniber.mtds.com. Donc au niveau du serveur, le Zniber sera onzniber.mtds.com. Mais lorsque vous allez utiliser ça au niveau d'Internet, vous utiliserez le etia.ma. Alors maintenant, pour faire basculer l'adresse email de Zniber etia.ma vers le Zniber.mtds.com, il existe des alias à configurer au niveau du serveur lui-même pour pouvoir faire, bien sûr, ce changement-là. Script alias, là aussi il existe des scripts qui vous permettent bien sûr de créer des alias, soit pour le changer ou pour changer les noms de domaine, soit pour changer aussi les adresses mail. Access file name, htaccess.ctl. Alors maintenant, on va parler de formulaire. Alors, le CGI, bien sûr, c'est un script qui reçoit des informations issues d'un formulaire. C'est-à-dire que vous avez un formulaire au niveau de votre page web. Lorsque vous remplissez ce formulaire et vous appuyez sur Submit, si vous voulez, automatiquement, ces informations seront interceptées par le script CGI. Alors, on va voir maintenant comment on travaille avec ces formulaires-là. Alors, exemple, on va le voir le chapitre 8, exemple forme. Alors, forme plus du code HTML et champ et puis slash forme. Alors là, si vous vous rappelez les leçons précédentes, vous avez une balise double, forme et slash forme, comme table et slash table et ainsi de suite. Et entre le forme et slash forme, vous allez créer les champs de votre formulaire. Alors, l'action est égale, par exemple, URI programme à exécuter. Les méthodes que vous allez demander, les classes et ainsi de suite. Donc, à l'intérieur de votre formulaire, vous pouvez faire appel, bien sûr, à des URI, à des classes et ainsi de suite. Alors, tag pour les formes. Alors, bien sûr, vous avez le tag input avec un attribut. Ce tag input, il vous permet bien sûr de créer au niveau de la page des formulaires avec des champs en input. Alors vous pouvez avoir du texte, c'est des lignes. Vous pouvez avoir des passwords, c'est des lignes à caractères mais qui sont non visibles. Vous pouvez avoir des boutons radio, c'est-à-dire des boutons un choix, des options. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des boutons circulaires et vous ne pouvez choisir qu'un seul au niveau du formulaire. Comme vous pouvez avoir des checkbox, les choix multiples. C'est des cases à cocher, vous pouvez cocher l'intégralité des cases, sinon une partie de ces cases-là. Submit, c'est pour envoyer. Reset, c'est pour, si vous voulez, annuler. Et bien sûr, hidden, c'est pour cacher. Alors, on va voir maintenant le tag pour les formes et pour le texte. Alors, comment on l'écrit? Input, c'est le tag, c'est la balise. Type est égal à texte. Donc, je voudrais avoir un champ texte. Name, le nom, bien sûr, de cette case-là sera appelé nom. Value est égal init text. And le size est égal à 30. Donc, c'est une configuration. Nous avons notre balise ici. Et bien sûr, nous avons toute une panoplie de configurations au niveau de cette balise-là. Alors, les données qui arrivent au serveur, comment on va les écrire? Nom est égal à current text. Alors, nom est égal init text si rien n'est écrit. Donc, vous voyez, le nom que vous voyez ici, c'est le nom, bien sûr, de la zone texte qu'on a créée. Alors maintenant, si nous voulons changer par des boutons radio, input, type est égal à radio, name est égal à nom, on va préserver le nom, et value est égal à val1. Alors maintenant, on peut avoir plusieurs radios, si vous voulez, ou plusieurs options au niveau de votre formulaire. Alors chaque fois, il faut ajouter ces types-là pour pouvoir avoir une panoplie de choix. Input type radio name est égal à nom, value est égal à val2, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir autant d'input que de boutons radio que vous avez. Alors les données qui arrivent au serveur seront écrites de cette manière-là. Nom est égal à val sélectionné. La valeur qui a été sélectionnée au niveau du bouton radio. Alors maintenant, pour le checkbox, input type est égal à checkbox, name est égal à nom, nous préservons le nom non, avec value est égal à val1. Et on va le répéter autant de fois qu'on a de checkbox ou bien sûr d'options qu'on a. Alors pour pouvoir saisir ça au niveau du serveur, données qui arrivent au serveur, nom, va recevoir val de I1 avec un AND non
qui est égal à val i2, and, et ainsi de suite, jusqu'à val in ou val ik si vous voulez. Autrement dit, c'est-à-dire que le nom va recevoir toutes les valeurs, bien sûr, des formules ou des champs qui ont été cochés. Alors, vous pouvez avoir, bien sûr, une case cochée, deux cases ou l'intégralité de toutes les cases, sinon aucune case qui ne sera cochée. Texte area, texte initial. Alors là aussi, c'est une balise qui est double. C'est un box de texte à dérouler, texte initial auquel ajouter ou substituer un autre. Donc c'est une zone, si vous voulez, modifiable. Alors là aussi, name est égal à nom. Rows, c'est-à-dire le nombre de lignes. Calls, le nombre de caractères par ligne pour pouvoir configurer ce texte area. Alors, les données qui arrivent au serveur, nom est égal current text ou init text dans le cas où la case est vide. Alors, la balise select, cette fois-ci, c'est une balise qui est double, avec les options, avec un menu d'options, avec du texte. C'est-à-dire que select, alors, au niveau du name, elle sera appelée nom. C'est un choix multiple. Et le size, combien de fois visible? Alors, la valeur value est égale à opt, qui est optionnel, selected. Donc là, c'est une option que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Alors, les données qui arrivent au serveur, nom recevra opt, l'option. J'ouvre par exemple une parenthèse avec un and, nom est égal à opt, l'option que vous avez. Alors, input type égale submit. Là, c'est pour le bouton qui allait bien sûr faire envoyer toutes les informations qui se trouvent au niveau du formulaire au niveau du serveur web. Type est égal submit, name est égal à nom, value est égal à texte. Alors, les données qui arrivent au serveur, nom reçoit le texte. Input, type est égal à reset, value est égal à val2. Et on va voir des exemples au niveau du chapitre 8, exemple forme. Alors la programmation CGI, les programmes exécutés sur le serveur dans un environnement composé des données arrivées avec le message de demande envoyé par le client. Alors il y a des données qui sont implicites, variables d'environnement, comme la variable serveur protocol, serveur port, serveur script name, request method, and content length, la longueur. Alors, vous avez des données explicites aussi. Query string, donc c'est le stdin. C'est pour les inputs. Alors, au niveau des queries ou les stdin, vous pouvez utiliser au niveau du formulaire la balise suivante. Form, action est égal, URI programme, et bien sûr, la méthode qui va suivre. Alors, vous avez des méthodes get et vous avez des méthodes post. Alors, les méthodes get, vous avez les URI des données URL qui sont encodées, des données URL encoded, et puis la méthode post, vous avez les stdin sur le serveur, donc le travail sur le serveur. Alors, toujours au niveau des codifications URL, nom est égal à valeur et commercial nom, qui est égal à valeur et commercial nom, qui est égal à valeur. Alors, nom est égal à Aetia, et commercial prénom est égal à Temperini, et commercial S1 reçoit Invia plus nom, plus E, plus prénom, plus pourcentage de, avec 8E, plus Réo obtient sales, pourcentage et 29. Et tout ça, c'est une codification URL. C'est le texte que vous voyez apparaître lorsque vous utilisez, par exemple, une page web et que vous faites, par exemple, une recherche par un moteur de recherche. À un certain moment, au niveau de la barre des adresses, vous voyez apparaître des codes, du texte et ainsi de suite. Alors là, vous allez vous le comprendre un petit peu plus avec les écritures que je viens de vous montrer au niveau de la codification URL. Alors, codification alternative de certains caractères. Là aussi, il est très utile de pouvoir codifier des caractères comme le et accent, par exemple, comme l'espace et ainsi de suite, pour pouvoir avoir la possibilité de lire toutes les informations au niveau de n'importe quel type de navigateur.
Alors maintenant, vous avez des exemples. Pourquoi? Je vous explique une chose très importante, c'est que le CGI qui est opérationnel a été développé par un langage de programmation qu'on appelle le Perl. Alors maintenant, le Perl, c'est un langage de programmation qui est structuré et qui a été utilisé effectivement pour pouvoir développer les scripts CGI. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours le Perl. Vous pouvez utiliser bien sûr du C, du Java, du Batch. D'accord? Alors le Perl, c'était la première proposition pour pouvoir avoir des applications interactives entre bien sûr le navigateur web et les serveurs web. Mais maintenant, il existe des éléments très puissants comme le Java avec lequel vous pouvez bien sûr utiliser tout ça. Et avec le Java, on utilise les servlets. Et ces servlets-là, ils présentent deux avantages. Je le répète encore une fois. Le premier avantage, c'est le fait d'utiliser des threads au lieu d'utiliser des process. Donc on gagne en temps et en mémoire. Et la deuxième chose, c'est la sécurité, bien sûr, de ces scripts-là ou de ces servlets. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.